je suis Cassie Garot et je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Tout en nuances, le podcast qui adoucit votre relation au corps. Dans cet épisode, je reçois Mélanie. Merci à toi pour ta confiance, ton temps et tes mots. Je suis sûre qu'ils iront au bon endroit. Ensemble, nous avons notamment évoqué ce que ça lui fait de recevoir les mots des autres à son égard, les stratégies conscientes ou inconscientes pour se mettre et se sentir en sécurité, les personnes et les pratiques qui l'ont aidée à évoluer dans cette relation avec son corps, sa relation au compliment, l'image qu'elle a d'elle-même avant, pendant et après ses grossesses, de sa façon de vivre l'intimité dans son couple, de son rapport à son poids, à son alimentation et au contrôle, du tabagisme, des motivations à faire évoluer sa vision d'elle-même. Je suis navrée pour ma voix un peu nasillarde, j'ai fait mon possible pour vous épargner mes quintes de tout grâce à la magie du montage. Bonne écoute. C'est bon pour toi. Alors pour démarrer, est-ce que tu veux bien me partager qu'est-ce qui t'a appelé dans le projet du podcast ? Ce qui m'a parlé, c'était une occasion d'avancer sur le rapport à mon corps. Oui, peut-être de ne pas louper cette occasion-là, de me pousser aussi à le faire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment, sans savoir par où commencer, sans savoir trop comment faire. Et aussi de me sentir en confiance avec toi. Et de se dire, c'est peut-être aujourd'hui et maintenant. Je te remercie de ta confiance. Tu disais du coup te pousser à le faire, c'est d'une manière générale te rapprocher de ton corps ou l'exercice en tant que tel que je propose aujourd'hui ? Un petit peu les deux en fait, de l'exercice, de me prêter à cet exercice-là et aussi d'avancer sur le rapport à mon corps, je mets un petit peu de faire la paix avec lui, ce qui n'est pas facile et beaucoup de résistance de ma part que j'aimerais réussir à lâcher, mais c'est un peu de ne pas savoir par où commencer, quel chemin prendre. Les résistances que tu décris, elles se manifestent comment exactement ? Est-ce que c'est dans ton corps ? Est-ce que c'est dans ta vie, la manière dont tu vis les choses ? Plus dans la façon de vivre les choses et dans mes propos, la façon que j'ai de parler de moi, de parler de mon corps, et comme un automatisme. Okay. Et même si les choses commencent à évoluer dans la façon dont je le vois, d'avoir, je ne sais pas si c'est de la pudeur, de la gêne, mais de ne pas réussir pour autant à l'exprimer. C'est un peu comme un réflexe. Okay. Quand je vais parler de moi, je vais rester dans des propos dévalorisants, parfois peut-être violents, alors ça, de ce qu'on a pu un petit peu, pas me renvoyer, mais m'exprimer. C'est des mots qu'on a posés sur toi, que tu as repris ? Ma façon de parler de moi, c'est compliqué comme question. Je dirais que ça vient résonner avec ce qu'on a pu dire, plutôt à demi-mot. Okay. Ou que moi j'ai ressenti un petit peu dans des attitudes. Après, les mots que j'emploie pour parler de mon corps, ce sont les miens. Ok, c'est une forme d'interprétation que tu as fait tienne. Ouais, c'est plus effectivement une interprétation que je vais exprimer comme ça. Dans quel contexte tu peux avoir des mots envers toi ? Genre à quel moment de la journée ou... Tu dis, j'ai tendance à avoir une sorte de réflexe à me décrire de telle ou telle façon, ou à parler de moi dans tel ou tel propos. Quel contexte fait que tu vas poser des mots sur toi, sur ton corps, sur ta relation à ton corps ? Est-ce que c'est quand tu te croises dans le miroir ? Est-ce que déjà tu te croises dans le miroir ? Quand je me croise dans le miroir, tous les matins et tous les soirs, déjà dans la salle de bain, j'aime pas ce que je vois. Okay. Je me trouve moche. Et je vais effectivement m'attarder sur ce que j'aime le moins ou je déteste le plus, sans vraiment me focalisant sur cette partie-là de mon corps. Alors maintenant, je me dis plus rien, mais avant, c'était vraiment « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es moche !» Et là, ça va pas, et là, ça va pas, et là, ça va pas. Tu le verbalisais vraiment à haute voix de toi que je vois en face de moi
Ça pouvait être à haute voix. Ok. Si j'étais sûre qu'il y avait personne dans la pièce à côté qui pouvait m'entendre, sinon c'était la petite voix dans ma tête. Ok. Et aujourd'hui, il n'y a plus la petite voix. Je la fais taire, en fait. Je dis, je ne vais pas me trouver jolie dans le miroir, mais on va dire que je file plus vite sous la douche. Je regarde moins le reflet en me disant, bah non, on va pas prendre cette minute-là. J'essaye en tout cas de ne plus qu'elle n'ait plus lieu. Et je file sous la douche plus vite. Ok. Est-ce que il y a eu une forme de déclic ou de décision à dire non, je ne prends plus ce temps-là pour me dénigrer? J'ai plus envie de me dénigrer comme ça. Ok. En fait, donc au moins on va dire que quand je suis toute seule avec moi-même, j'essaye de plus le faire. Est-ce qu'il y a des moments où tu te rends compte après coup que tu l'as fait, par exemple? Parce que là, c'est un moment assez particulier, c'est toi avec toi-même, potentiellement nu ou en tout cas vraiment face à face. Bah, ça peut être là où j'ai plus de mal. Ça va être par exemple une discussion avec des collègues. Il y en a une qui va se plaindre d'avoir un petit bedon et je vais pas pouvoir m'empêcher de commenter que je me trouve absolument grosse de partout, etc. Donc en plus, ça me renvoie, parce que j'ai conscience que ce n'est pas le cas, mais c'est quand même comme ça que je me vois, donc ça me renvoie à arrête de dire des bêtises, ça on me le dit bien. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand les autres te disent que ce que toi tu ressens dans ton corps, c'est pas vrai? J'ai envie de leur dire que déjà, c'est moi qui sais comment je me sens dans mon corps, même si j'ai conscience qu'il faudrait que je me sente autrement, c'est ma part à moi, et ça m'appartient. J'entends pas. Si on essaye de me démontrer par A plus B que je suis pas aussi laide que ce que j'ai l'impression, je l'entends pas parce que de toute façon, c'est l'avis de la personne et bah, c'est son avis à elle. C'est pas parce qu'elle me donne son avis et qu'elle a l'air persuadée d'avoir raison et que j'entends que j'ai pas raison de penser ce que je pense de moi, mais c'est pas pour autant que je vais entendre en fait et réussir à être d'accord. Pour toi, qu'est-ce qu'il te faudrait pour entendre? Est-ce que le fait que les gens invalident, du coup, ça coupe le fait de les écouter, peut-être? Je sais pas, j'ai pas envie de leur dire cause toujours, mais un peu. Ou peut-être que c'est pas les bonnes personnes qui me le disent et que du coup leurs propos n'ont pas de poids. C'est quel type de personne qui pourrait avoir, ou les mots pourraient avoir une valeur à tes yeux? Ou un impact, en tout cas, que tu aurais envie d'entendre ou d'écouter? Là, ça va renvoyer à la source du problème, peut-être. En fait, je pense que j'aurais eu besoin de l'entendre à une époque de la part de ma mère, de mes parents, mais surtout de ma mère. Et que ça s'est pas fait. Et j'ai le sentiment que maintenant, c'est trop tard. Alors, c'est trop tard pour que si c'est elle qui me le dit, du coup, ça va rester à l'extérieur. Ok. Je vais pas réussir, en tout cas en ce moment, enfin jusqu'à aujourd'hui, je vais pas réussir à accepter le compliment. Une forme de protection qui s'est mise et qui aurait besoin d'être transformée, parce que la protection, elle est légitime, des fois elle est nécessaire en termes de survie. Un enfant qui n'a pas forcément un regard bienveillant de la part de ses parents se construit un peu malgré ça et il fait comme il peut derrière. Et du coup, de garder cette sécurité, mais qui soit plus saine pour toi, pour ta construction en tant que femme, en tant qu'adulte. Ah bah, j'ai clairement mis des protections hein, vis-à-vis d'elle, effectivement. Parce qu'à un moment, faut rester à distance. Et ouais, j'aurais eu besoin de paroles bienveillantes et pleines d'amour à une époque. On reste un petit peu un enfant quelque part au fond de soi, donc il y a une part de moi qu'on aurait besoin, mais il y a l'adulte qui a appris à se protéger et je sais pas si j'ai envie de me défaire de cette protection malgré tout, parce que si j'ai pas, si j'enlève les protections et que j'ai droit à des propos, on va dire pas super sympas, on va dire comme ça,
je vais encore me les reprendre en pleine poire comme c'était à une époque. J'imagine que le mécanisme que tu as encore aujourd'hui, c'est potentiellement parce que tu n'as pas forcément touché une certaine sécurité en termes de confiance, en termes de... Oui, voilà, ce qui pourrait remplacer la sécurité au sens survie. Quand on n'a pas fait l'expérience de ça, c'est difficile d'imaginer que ça puisse être plus fort que la sécurité qui est là aujourd'hui. Il faudrait, sans doute qu'il faudrait que j'avance aussi sur la confiance en moi et effectivement de lâcher ces sécurités. Après, advienne que pourra dans mon rapport avec ma mère, qui pourrait évoluer sur quelque chose de beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Oui, parce que quand on fait évoluer la relation à soi, en général, ça a un impact aussi sur les relations qu'on a avec les autres. Mais effectivement, ta zone d'influence aujourd'hui, elle est principalement sur toi, comment tu te sens, comment tu évolues. Et après, il peut y avoir par extension des choses. C'est toujours plus simple d'avoir accès à soi malgré ce qu'on pense. Parce que souvent, on essaye d'agir sur les autres, on se dit que ce sera plus facile. Et en fait, je pense que c'est mon avis, mais c'est une illusion, effectivement. Je dirais que les rares fois où je me suis montrée telle que je suis, en tant que personne, j'ai plutôt eu des retours négatifs de sa part. Donc c'est un peu, pour une fois je suis moi-même, pour une fois voilà, je montre qui je suis et là je vois que ça bloque et que c'est pas accepté. Est-ce que cette croyance, du coup, qui s'est forgée au fil du temps, elle est valable dans d'autres contextes, avec d'autres relations? Beaucoup avec mes frères et sœurs, on reste dans le noyau familial. Je dirais que la petite moi est moins impactée, du coup la grande moi, pareil. Ok. Il y a eu de la distance de mise avec mes sœurs notamment, parce que des changements de vie de mon côté qui n'ont pas été acceptés, mais après, c'est ok pour moi. Plus dans le noyau familial au final. Si j'entends, c'est que en dehors des relations familiales, c'est ok pour toi d'être qui tu es, d'exprimer qui tu es. De plus en plus. Ok. Effectivement, de plus en plus, même au travail, en restant en contexte travail, évidemment, je suis beaucoup plus moi-même. Après, avec, je veux dire, des collègues avec qui je peux me permettre parce que on se connaît, on a potentiellement sympathisé, plus ou moins. Après, dans la vie, Dans la vie, est-ce qu'on... on est différent en fait en fonction de avec qui on est, le contexte où on est, entre la famille, le travail, les amis, les voisins, etc. Et c'est normal. Donc il y a quand même beaucoup plus de moments où j'arrive avec moi-même et je m'en fiche un peu de ce que ça peut provoquer. Alors pas revenir dans le brancard non plus, hein. c'est pas le but, c'est pas l'objet. Voilà, c'est moi, je suis comme ça, et puis c'est tout. Est-ce que ton rapport à ton corps, il a une incidence sur le relationnel, justement? Je dirais que ça dépend. À l'heure actuelle, moins qu'à une époque. Ça va moins, je sais pas si c'est le mot, ça va... En fait, d'être mal dans mon corps, ça va moins m'obséder, quand même, au cours de la journée, au fil de la semaine. Moins par rapport à quoi? Par rapport à une certaine époque? Ouais, par rapport à une certaine époque. Donc tu vois vraiment une évolution de ce que tu décrivais, par exemple, l'image que ça te renvoie au niveau du miroir, dans la manière dont tu te traites. Et du coup, pareil, en termes, le mot n'est pas forcément approprié, mais d'hygiène mentale, d'éliminer une certaine flagellation. Non, c'est peut-être pas le mot. D'éliminer, oui, quelque chose qui pourrait venir appuyer là où ça fait mal, en fait. Oui, parce que quand j'étais jeune, clairement, j'avais très très honte de mon corps. Et je m'habillais pour me cacher. Ok, ça date de quand? Ça date de l'adolescence. Qui est aussi une période où c'est compliqué. Quand le corps change et on devient petit à petit une femme,
Je sais pas les jeunes générations, mais en tout cas moi à mon époque, nous étions nombreuses à être en problème avec ça. Je pense que ça n'a pas changé, mais qu'il y a de nouveaux défis, parce qu'il y a tout ce que nous, on n'a pas forcément connu à l'époque, des réseaux sociaux, etc., et que ça déforme encore plus l'image de soi, c'est clair. Et donc je m'habillais au rayon homme avec des pulls XL et j'étais taillée comme un haricot vert. Donc c'était vraiment camouflage. Je prenais pas les imprimés camouflage, mais ça aurait pu. Plutôt du gris, du noir, voilà. C'était vraiment de passer le plus inaperçu possible. Est-ce que ça marchait? Pas vraiment, mais j'essayais quand même. Et ça, c'est comme quand le prof m'interrogeait et que j'essayais de me baisser. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je vais passer à quelqu'un d'autre, hein, mais qui continuait à m'interroger à un cours suivant malgré tout. Donc, c'est que finalement, on devait me voir dans la classe. Ouais. Et à l'époque, les rares fois où j'essayais d'être un petit peu plus féminine, un petit peu plus pas de me montrer pour me montrer, mais d'essayer en tout cas au niveau vestimentaire de mettre des choses déjà à ma taille, c'était déjà bien. J'avais droit à des réflexions. Donc, quel genre de réflexion? Je ressortais des gros pulls. Hein. Et les réflexions que tu avais, c'était quoi? J'ai eu droit, je t'ai fait des vraies hanches de filles, donc moi, traduction, on en revient à pas un gros cul. Ok. Voilà. Et du coup, c'était ta mère qui posait ça? Ouais. Ok. C'était beaucoup ça. Il n'y avait pas que moi. Hein. Je pense que toutes les filles de la famille ont droit à ce genre de réflexion. C'est celle-là qui m'a quand même beaucoup marquée. Ça a été, c'était compliqué de sortir des tenues de camouflage. Et pour autant, à l'époque, je mettais du vernis de toutes les couleurs sur mes ongles. Regardez le bout de mes doigts et ne regardez pas tout le reste. C'est ça, 10 doigts, 10 couleurs. Hein. Évidemment, première relation de couple, évidemment, je suis allée vers ce que je connaissais. Donc là aussi, des fois où je me maquillais un petit peu, où je mettais une robe, où je vais un peu plus tendre vers mon corps de femme. De nouveau, des réflexions en écho avec le gros manque de confiance que cette personne avait avec lui-même. Donc je retournais me changer. C'était des choses à ma taille. Le coup, j'avais quand même réussi à prendre des vêtements à ma taille dans les magasins. Ça avait commencé à évoluer. Voilà, donc c'est un peu aussi malheureusement qu'à chaque fois j'essayais de faire un effort et le pic qui arrive de l'extérieur et là, on va dire le quart de marche que j'avais essayé de monter, je redescendais de 2 parce que du coup tu t'es adapté à ce que disaient les autres. Tu n'étais pas forcément en rébellion de dire vous affirmez ça, vous posez ces mots-là et du coup je vais aller complètement dans le sens que j'avais décidé. Je crois que j'étais incapable d'être en rébellion à l'époque parce que j'avais ce besoin de... Il y avait le côté de vouloir passer inaperçu, mais après, je suis un être humain, donc il y a aussi le besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté aussi, avant même d'être aimé. Et du coup, j'ai repris une chose que je connais très très bien, je connais très bien depuis mon enfance, de m'adapter à ce que je pense qu'on attend de moi. Donc j'étais pas dans la rébellion, j'étais ok, retour en arrière, et tant pis pour moi. Ça me fait mal, mais tant pis pour moi. Le tant pis pour moi, est-ce que tu peux le développer? Est-ce que ça correspondait à quel type de phrase que tu disais? Que moi, j'avais pas le droit d'essayer d'être un peu jolie, que j'avais pas le droit d'être féminine, que j'avais pas le droit d'avoir envie d'autre chose, que j'avais pas le droit d'évoluer pour moi-même à partir du moment où ça dérangeait. Est-ce que cette vision-là, elle a évolué par rapport à aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu vois cette évolution se faire ou est-ce que ça s'est fait un peu fil de l'eau et qu'aujourd'hui tu constates que c'est plus le cas?
Et ben en fait, ça s'est fait quand j'ai commencé à aller danser. Ok. C'est ça aussi, depuis toute petite, j'ai une passion pour la danse, coupée, coupée avant même d'essayer. Ok. Et alors j'avais quel âge 26, 27, quelque chose comme ça. J'ai mis 2 ans. Donc je vais être plus jeune que ça. Je dis des bêtises. Au niveau des âges, je sais plus. Enfin, j'étais dans plus de 25, je pense. Je m'étais mis quand même parce qu'il y a une autre passion qui est autour de l'Inde, donc j'avais quand même sauté le pas d'aller faire de la danse Bollywood. Ok. À l'époque, après coup, j'en suis pas revenue moi-même, en fait, de la force que j'ai eue d'imposer d'aller faire un stage de danse. C'était pas du Bollywood, c'était du Bharatanatyam, donc une danse traditionnelle sacrée d'une partie de l'Inde. Je ne vais pas dire le nord ou le sud parce que je vais dire une bêtise. Et en fait, j'avais vu j'étais allée à un spectacle un soir sereine, toute seule, chose que je ne me serais jamais accordée. Enfin, voilà, pour qui, pourquoi, j'ai même pas posé de questions, parce que avant, ça aurait été autre chose. Je pense que j'aurais dit, bah, est-ce que ça te dérange pas voilà, que là, il y a cet artiste-là qui passe, je veux aller le voir, je me prends une place. J'ai pas réalisé ce que j'avais fait ce jour-là. Et je vois qu'il fait un stage sur l'été, et pareil, c'était à quelques centaines de kilomètres de chez moi, et pareil, c'était, j'ai très envie, je m'inscris. Et donc j'y vais. Un peu la révélation. Pour autant, j'ai pas continué sur ce style de danse, mais sur le côté danse sacrée, je suis bifurquée sur un truc un peu plus rigolo, je sais pas, de Bollywood, moins traditionnel en tout cas. Et du coup, là, voilà, j'ai un peu imposé ça, j'y suis allée, et puis petit à petit, envie de découvrir tout ce qui est danse latine, etc. Là, j'ai mis 2 ans, parce que danse latine, ça se danse en couple, que mon ex-compagnon n'était pas du tout danseur, n'avait même pas envie d'essayer, donc ça m'a freinée de ne pas oser y aller toute seule. Et aussi un peu le côté, j'aurais aimé partager ça, c'est non, donc je me l'interdis. Et puis un jour, j'y suis allée. Parce que voilà, c'était plus possible autrement. Et là, j'ai fait la connaissance, en fait, je me suis fait des très bons amis. C'est à partir de là, en fait, les amis que j'ai gardés, on va dire des amis de longue date, c'est ceux-là. Et une nana, notamment, qui voyait bien que j'allais absolument pas bien, parce que autant dire que j'étais en grosse dépression, hein, à côté de ça. Et qui, de façon très délicate, je ne sais même pas si elle s'en est rendue compte, me lâchait des petites phrases de temps en temps. Alors, j'ai plus les phrases en tête, je pourrais pas les redire, mais et en fait qu'elle allait faire mouche pile poil là où il fallait chez moi, mais d'une belle façon. Pas le pic. Et en fait, elle allait toucher un sujet que ça aurait été dit d'une autre façon, ça aurait été un pic, enfin même à la limite pris comme un coup de couteau. Que là, c'était vraiment ça allait apporter un peu de douceur, comme ça, hop, une fleur. L'air de rien. Je lui ai jamais demandé si c'était volontaire de sa part. Enfin, voilà, je pense que ça s'est fait comme ça en tout cas. Et la danse m'a aidée aussi à prendre de l'assurance dans mon corps, à aimer faire des choses avec, à parfois même aimer me voir danser dans le miroir. Dans la salle, il y avait un mur de miroir, hein, classiquement, de salle de danse. Alors, plein de choses que je n'arrivais pas à faire, où là je ne manquais pas de me trouver très nulle, mais des fois, voilà, de commencer à me dire non, mais là c'est joli, et c'est moi. Waouh, c'est joli et c'est moi. Deux choses qui vont pas ensemble. C'est intéressant de voir que ça se fait en 2 temps. C'est l'observation et puis l'intégration finalement ce que je vois, j'apprécie. Mais tout de suite derrière, c'est de l'intégrer et de le faire sien finalement. Ouais. C'est la deuxième part finalement. Parce que tu es capable de reconnaître le beau, que ce soit chez les autres ou potentiellement chez toi. En fait, je crois que j'ai trouvé le mot. En fait, je crois qu'il y a un problème de prétention et d'accepter, c'est peut-être ça qui bloque, d'accepter
de voir du beau chez moi, ça me fait l'effet d'être ultra prétentieuse. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'on a trouvé un truc là. C'est en me disant que Ouais. tu l'intègres. Parce que si je me trouve jolie, c'est comme si, parce que c'est de ma part à moi, ça va vouloir dire que je me la pète. Si ça vient de quelqu'un d'autre, ça se passe Parce comment? une autre, je sais pas, j'aurais une sœur jumelle qui dirait un truc sympa sur elle, je lui dirais qu'elle est jolie. Mmh. Enfin, voilà. Ou une amie, enfin, voilà, ça, ce serait chez quelqu'un d'autre avec les mêmes problèmes que moi. Je lui dirais qu'elle a raison de se trouver jolie. Mais parce que c'est moi, c'était comme si c'était pas acceptable, en fait. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. Comment tu te sens avec ce mot que tu viens de poser sur Une un sorte de comportement? libération, en fait, Ok. de compréhension du truc et un pas de plus vers la libération. En tout cas, un chemin à explorer. Si quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu apprécies, va dire qu'elle trouve quelque chose chez elle beau ou ouais, voilà, se faire un auto-compliment, comment tu réagis dans ces cas-là? Je crois que je peux lui dire que... Alors, déjà, je pense pas que je serais dans la démarche de lui confirmer le truc, Ok. parce que en fait, c'est pas de mon ressort. Quel que soit mon Mmh. avis, parce que j'ai pas, je connais l'effet du poids de ce que ça renvoie dans l'autre sens, donc j'ai pas envie de. Enfin, cette personne-là, elle a pas besoin de mon assentiment en fait sur ce qu'elle dit. Après, je pense, enfin, oui, si c'est quelqu'un de proche, je pourrais lui dire, de toute façon, t'es complètement canon. Enfin, tu as rajouté. Comment tu qualifierais ton besoin du coup vis-à-vis du regard des autres? De ce qu'on a dit, il y a des choses des mots qui ont été posés sur toi et c'est venu te heurter. Aujourd'hui, dans toutes les dimensions dans lesquelles le rapport au corps peut intervenir, est-ce que tu arrives à identifier le besoin que tu aurais de ce que les autres vont dire? On a parlé du fait qu'il y en a qui vont dire que tu n'as pas à te sentir un peu grosse ou moche ou ce genre de choses et que ça, c'était pas ok pour toi de le recevoir parce que c'était pas entendable, si c'est un mot. Quel serait ton besoin comment les autres pourraient t'accompagner sur ce terrain-là, en fait? Peut-être que pas. Peut-être que c'est vraiment très personnel. Je pense que j'ai besoin aussi qu'on ne me dise rien. Ok. C'est rigolo parce que ça, mon conjoint l'a très vite compris. Mm-hmm. Donc, il me fait jamais de réflexion sur mon physique, hein. Que ce soit compliment, de toute façon, il ne serait pas du style à me dire que j'ai grossi. Mm-hmm. Mais voilà. Il y a un peu un jeu entre nous où les fois où voilà, je mets une robe ou X chose où on sort et du coup je m'apprête un petit peu plus que d'habitude. Et je vais lui demander, ça va, je suis pas trop moche? Et je lui demande comme ça. Je lui demande pas si je suis belle. Je suis incapable de lui demander si je suis belle. Donc, est-ce que je suis pas trop moche? Et lui il me répond, non, pas trop. Et c'est ok. Voilà, on va pas plus loin. Et il sait que c'est un sujet délicat pour moi. Il force pas. Je pense qu'il. Je sais pas s'il aurait envie de me faire des compliments. En tout cas, il sait que c'est dangereux. C'est peut-être pas quand même à ce point-là, mais que c'est sensible. À ce niveau-là, du coup, si on revient à ma question par rapport aux besoins, où tu disais j'ai besoin que les autres ne me fassent pas de réflexion, il a entendu ton besoin et il le respecte pleinement. C'est intéressant d'être soutenu, enfin, c'est précieux. Oui, et pour autant, depuis quelque temps, et je ne sais pas comment lui dire, c'est qu'en fait, il est la seule. Là, de sa part à lui, je commence à avoir envie et peut-être besoin qu'ils me disent qu'ils me trouvent belle. Mais du coup, je sais pas comment le faire comprendre. Okay. Parce que c'est un peu. Et il n'y a que de sa part à lui, en fait, que ça me ferait plaisir et que je pourrais commencer à l'accepter et à l'entendre. C'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment cette évolution. Ce que j'ai entendu tout à l'heure quand tu as dit
j'ai besoin que les autres disent rien. C'est presque comme si... pendant longtemps, je me suis construit en fonction de ce que les autres disaient et m'autorisaient à être ou ne pas être. Et là, dans ton besoin les gens ne me disent rien, c'est comme si tu avais besoin de le découvrir toi-même, de le toucher un peu, d'en faire l'expérience de là, peut-être que je me sens bien, là, bon, c'est pas terrible, mais vraiment de le sentir toi et de te faire ta propre vision, ta propre image de toi-même, de ton corps. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens? Et du coup, c'est intéressant parce que là, t'en es arrivé à un stade où, ok, il y a eu cette évolution de me parlez pas, je n'entends pas, je veux pas cet apport extérieur. Et puis petit à petit, tu ouvres la porte et c'est chouette de pouvoir le faire dans, entre guillemets, l'intimité. C'est le cercle vraiment très proche des gens où tu as pleinement confiance. Parce que tu disais, au tout début, on parlait aussi beaucoup de confiance. Enlever les sécurités, c'est aussi être suffisamment en confiance pour pouvoir enlever cette sécurité et dire ok, j'ose être qui je suis, j'ose affirmer qui je suis, j'ose affirmer que peut-être je me trouve belle et j'ai besoin un petit peu de ce regard de l'extérieur. C'est super intéressant. Du coup, là, c'est le comment je peux lui demander de faire évoluer cette relation qui est depuis toujours installée entre nous, cette dynamique-là. Et tu penses que ça peut avoir quel impact de lui demander ça? Ou de lui faire comprendre ça? Je sais pas comment ça peut. Pour lui, je pense que ce serait peut-être un peu plus de liberté. Ok. Il se sentait bridé. Il me l'a jamais dit, mais j'impose quand même. C'est quand même triste de pas pouvoir faire un compliment à son conjoint, à sa conjointe. Ça renvoie un peu à des choses qu'on peut subir, ou en fait, sans s'en rendre compte, on peut les faire subir aussi. Et que là, c'était pendant très longtemps, on m'a dit ce que je devais penser, on m'a dit comment je devais me sentir. Et là, je lui impose de. Mais après, c'est toi avec toi aussi. C'est pas vis-à-vis de lui. Tu lui imposes pas des choses vis-à-vis de son propre corps, etc. Mais par contre, tu lui imposes de ne pas penser envers toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, je dirais, il y a eu toute la période aussi postpartum plus que grossesse. Quand j'étais enceinte, je me trouvais belle. Ok. À ton avis, ça venait de quoi? Parce qu'il y avait une origine, peut-être, je sais pas si ça se justifie. Le côté sacré de la femme enceinte, de la maternité, je sais pas, mais j'ai horreur depuis toujours, j'ai horreur d'être sur des photos. Et on allait faire des séances photos avec un photographe pour mes 3 grossesses et je vais pas dire que j'étais à l'aise, mais après c'est aussi un ami, donc voilà. J'ai choisi une personne avec qui je savais que j'allais réussir à plus me sentir à l'aise qu'avec quelqu'un d'inconnu. J'ai adoré faire ces séances photos et j'aime bien regarder les photos de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a vraiment une différence dans le regard que tu portes entre je suis enceinte et je suis pas enceinte. Ouais. Ça veut dire que c'est aussi possible de te sentir bien. Bah oui. Bah alors, est-ce que c'est parce que quand je suis enceinte, je ne suis pas seule dans mon corps? Je ne sais pas. Et là, on me disait, j'ai eu des compliments que j'étais belle enceinte, ça Ouais, c'est un package. Voilà, tout était ok. Là, c'était ok. Okay. Je suis enceinte, allez-y pour les compliments. Non, mais ouais. Après, période postpartum, j'ai réussi à le dire, ça a été très compliqué, surtout après le 3e. Plus de dégâts sur le corps après mon premier et 2e. Les dégâts, c'était en termes que tu décris, en termes esthétiques, de ton point de vue? Ouais, c'était esthétique. Déjà, plus de kilos sur la balance. Je me reconnaissais pas, en fait. Okay. Le ventre qui ressemble plus à rien. J'avais l'impression d'être comme mais même physiquement, d'être avec mes kilos en plus, d'être comme dans 3 combinaisons de ski là, d'être lourde, d'être coincée dans mon corps. Okay. Et même pour danser, j'arrivais plus. J'étais pas du tout à mon poids de forme du coup. Le chiffre pour toi, il est important?
Ou c'est en termes de sensation? C'était plus en termes de sensation. Okay. Après, j'ai pas de balance à la maison, donc je me pesais de temps en temps au travail. Très rarement, parce que je... Ah, mon Dieu, quelle horreur. C'était plus en termes de sensation. Okay. Et de reflets dans le miroir. De comment je me sentais dans mes vêtements, etc. Tes vêtements, du coup, on parlait de trouver des vêtements à la bonne taille. Est-ce que les vêtements en question, ils étaient adaptés par rapport au postpartum et au fait que ton corps, il avait changé de physionomie? Je suis restée dans mes vêtements de grossesse un certain temps. Là, mon conjoint, une fois, m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas te racheter des vêtements ?» Parce qu'en même temps, j'en avais marre de me traîner dans mes yeux. Ça fait X mois que je suis plus enceinte, je suis encore... Enfin, ça m'aidait pas à me sentir mieux d'être dans mes vêtements de grossesse non plus. Je voulais pas même 2-3 bricoles, je voulais pas. C'était non, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour acheter des vêtements pour ce corps-là. Une mise à distance de ce corps-là. Ok. C'était comme si c'était plus mon corps. C'était pas un discours que tu te tenais avant? Non. Non, pas de cette façon. Même aux grossesses précédentes? Non, parce que... Bon, après, césarienne pour mon premier, ça laisse des traces, hein, très clairement. Donc ça, le travail d'acceptation de la transformation physique du bas de mon ventre n'est pas encore totalement fait. Mais c'était pas... Rapidement, je rentrais dans mes jeans. Donc voilà. Il y a un retour à la normale, entre guillemets, oui, de ce que tu connaissais avant. Et qui... voilà. Une fois habillée, c'était un retour. Camouflé, ça le voilà. faisait. Ça allait. C'était dur, mais c'était dur au point que je voulais pas que mon conjoint me voie nue. Je voulais pas... L'intimité, c'était très compliqué, que ce soit qui touche mon ventre, notamment, ou voilà, les parties que je trouvais grosses. Parce que quand bien même, il y a eu une période, c'était obligatoirement dans le noir, hein, c'était hors de question qu'il me voie, et c'était surtout hors de question que je voie mon corps dans des moments d'intimité tels qu'il était. C'était pas possible. Je me dégoûtais. Tu te cachais autant de son regard que du tien, finalement. Oui. Et voilà, et qui promène ses mains sur mon corps, c'était pas possible, parce qu'il allait voir avec ses mains. Il savait bien, quoi. Enfin, voilà, il savait comment était mon corps à ce moment-là. Enfin, voilà. J'avais très peur que s'il me voyait nue comme j'étais devenue, de le dégoûter et qu'il arrête de m'aimer. Enfin, le mot peur est assez faible, en fait. Je sais pas si c'était de la terreur, mais c'était... et c'était omniprésent. C'est-à-dire que tu y pensais, j'imagine, pendant le moment, mais en dehors, ça tournait dans ta tête. Okay. Une forme d'anticipation de ces moments-là où il y a une possibilité qui découvre ces choses-là. Voilà. Okay. Est-ce que c'est toujours valable? Non. Aussi parce que c'est quand même ultra violent vis-à-vis de lui. Je lui ai jamais dit, hein, parce qu'alors... C'était insidieux. Je lui ai jamais dit que j'avais cette peur-là. Ok. Parce que c'est ultra violent, en fait. Et puis ça veut... Enfin... Si on inverse les rôles, ça voudrait dire que l'amour qu'on porte à une personne, ça s'arrête au physique. Et qu'à partir du moment où la personne, elle est plus dans les clous par rapport à ce qu'elle était quand on la rencontre, ça s'arrête. Je sais pas si tu le vois aussi comme ça, il y a peut-être un manque de confiance envers l'autre, de penser que ça s'arrête là, justement, que le seul critère, ce serait ce qui l'a fait t'aimer à un instant T, la manière dont tu étais, sachant que avoir des enfants, ça s'est fait à deux aussi. Oui. Il est pleinement responsable de comment a évolué ton corps aussi, d'une certaine manière. En fait, c'est pas un manque de confiance vis-à-vis de lui, parce que je sais, et je me sentais ridicule en même temps de penser ça, parce que je sais pertinemment que ça n'aurait jamais été ça. C'est la double peine. Parce que il y a de la culpabilité. Oui. Déjà, tu te sens très très mal, toi vis-à-vis de toi vis-à-vis de lui. Il y a un mal-être partout. Je sais pas si je vais trouver les mots pour le dire, mais en fait, je lui ai jamais dit, parce que je voulais pas lui faire de mal, sachant que, en plus, c'était
penser qu'il allait pouvoir réagir comme ça, ce type de réaction, c'est tellement loin de lui que je pense qu'en plus, ça aurait été incompréhensible. Ça aurait été violent et incompréhensible pour lui. Donc, enfin, mis à part apporter des trop de problèmes dans le couple. Et du coup, c'est beaucoup de suppositions qui restaient dans ta tête, finalement. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pas un réel manque de confiance en lui, mais c'est vraiment le manque de confiance en moi qui déborde et qui va aller déborder sur une autre personne. Et ça, j'espère que j'ai réussi à mettre un barrage. Tu le vois pas comme quelque chose où tu as pu évoluer et libérer des blocages, c'est vraiment un barrage sur la sensation que tu pouvais avoir de terreur que tu décris. Au moment où c'était le cas, j'espère que j'ai réussi un peu à cloisonner le truc. Pour qu'après, ça a forcément débordé sur lui aussi, dans un couple. Mais là, aujourd'hui, ça a évolué. Est-ce que tu saurais décrire ce qui t'a permis d'évoluer ? Où tu en es aujourd'hui et puis ce qui t'a permis de faire évoluer la situation et la sensation que tu pouvais ressentir. Je dirais ma grosse perte de poids ces 12 derniers mois, qui n'était pas vraiment volontaire, parce que j'avais aucune... c'est un moment qu'il fallait au moins que je perde quelques kilos pour me retrouver bien dans mon corps, sans retrouver le corps de mes 20 ans, mais au moins d'être bien. En termes de sensations, au final, j'ai perdu nettement plus que ce que j'aurais écrit sur un papier si je m'étais posée 2 minutes avant en disant bon bah, faut que je me reprenne en main, un petit peu d'exercice, manger mieux parce qu'après c'était un peu voilà, je me sentais pas bien dans mon corps et donc je me punissais en mangeant n'importe comment. Mécanisme assez connu par pas mal de monde, mais qui peut être le mien aussi. Donc voilà, donc grosse perte de poids, grosse perte d'appétit. Est-ce que j'ai un petit peu flirté avec l'anorexie ? Possiblement, je ne sais pas. J'évite de me poser la question. Ça aurait quel impact si tu te posais vraiment la question ? Il faudrait que j'aille m'occuper de moi à ce niveau-là et je suis pas sûre d'en avoir la force. Dans ce mécanisme-là, on va dire le deuxième effet qui se coule, c'est que aujourd'hui je me sens mieux dans mon corps et j'ai conscience que c'est dangereux parce que je suis quand même dans le contrôle de ce que je mange, dans le contrôle de ne pas reprendre. Tu as associé le fait d'être bien avec cette stratégie autour du mieux-être et ça t'inquiète parce que tu penses que c'est un peu too much ? Bah, je pense, je suis certainement pas très objective. On parle de toi. Que je suis sur la ligne là, un peu. Et je me vois faire de sauter des repas si j'ai plus mangé le midi. Tu surveilles. Ouais. Je surveille en me convainquant que je ne surveille pas. Ok. Dans cette situation-là, est-ce que tu as envie de rester dans cette forme d'observation de la stratégie que tu as mis en place ? Ou est-ce que tu aurais besoin d'une aide extérieure ? Ou est-ce que, tu vois, comment tu identifies ? Tu sens que tu es sur la ligne, du coup, ça veut dire qu'il y a un choix à faire ? Tu ressens qu'il y a quelque chose à faire ? Bah, en fait, je me suis mis à la barre psychologique du poids que je fais aujourd'hui. Ok. Et qu'il ne faut pas que je descende en dessous. Sauf qu'elle est déjà bien en dessous de ce que tu aurais dit si c'était une manière posée et suffisante, entre guillemets. Voilà. Okay. En me disant, voilà, j'ai pas bien avec mes kilos de grossesse qui me restaient. Fallait que j'en perde pour me ressentir à l'aise dans mes mouvements. Bah, si je m'étais arrêtée un petit peu au poids que je me serais dit à ce moment-là, j'en aurais, on va faire des maths, j'en aurais 6 de plus. Ouais. Comment tu te sens avec ça ? Le mot qui m'est venu, en fait, c'est fière. Et je sais pas... Mais je suis pas fière d'en être fière. Ouais, il y a une forme de dissonance à dire j'ai réussi à contrôler jusqu'à ce point-là et ça me fait du bien et ça me rassure, ça me met en sécurité. Ouais.
Et en même temps, factuellement, je sais que c'est pas quelque chose qui est approprié pour ma santé. Oui. Ok. Donc je dis, bah là, pas plus bas que ce que c'est aujourd'hui. Tu penses que ça aurait des conséquences? Ah bah Ça ferait quoi que tu ailles plus bas? bah, ça finirait par avoir des conséquences sur ma santé. Hein. Ok. C'est pas le cas pour l'instant. Mis à part les gens qui flageolent quand je descends un escalier. En termes de force physique, tu sens qu'il y a une incidence? Ouais, après, je pense qu'il y a de l'anémie qui est venue se rajouter. Donc, Ok. C'est corrélé? oui. Oui. Mais bizarrement, je me sens plus en forme en fait. Avec plus d'énergie là qu'avant. On a dit qu'il y avait un gap de 6 kilos entre ce que tu es aujourd'hui, ce que tu penses que serait ton poids de forme, si je comprends bien. Ouais. Est-ce que tu t'es vu passer ce gap-là? Non. Tu l'as constaté et t'avais déjà Ouais. plongé plus? En fait, je me souviens parce qu'il y a, avec une collègue avec qui je m'entends très bien, on s'est pesées toutes les deux, on faisait le même poids. Donc on était à 58 kilos. On rigolait, taillait du 38 toutes les deux et on rigolait avec il y a des choses à grignoter, tout ça dans la salle de pause. Et c'était un peu notre cri de guerre. Elle, c'était un peu, faut que j'arrête, j'ai grignoté et tout ça. Et c'était un peu notre, enfin, on le criait pas, mais un petit peu notre clin d'œil de 38-58. Un peu de chiffre de non. Ok. Voilà. Moi, j'avais perdu mes kilos de grossesse qui dataient un petit peu 3 ans. Elle avait aussi pris du poids et se sentait pas bien. Enfin, voilà. Et c'était un petit peu, voilà, de piocher dans la boîte de gâteaux. Et, non, 38-58. C'était un peu notre Vous code aviez, à nous. du coup, en duo, vous êtes un peu engrainés, si je sais pas le En fait, mot, mais... c'était juste. C'était plus pour elle en plus en disant non, non, mais là, il faut que j'arrête de grignoter, il faut que j'arrête de grignoter, parce que sinon, moi, je ne grignotais pas beaucoup. Mais c'était voilà, le petit clin d'œil, le petit amusement, on va dire. Et puis ça nous a fait marrer de voir qu'on faisait le même poids. Et on se marre de pas grand-chose parfois. Et en fait, bah, les kilos suivants, moi, je ne me suis pas vue les perdre. Pour moi, j'ai pas moins mangé, j'ai pas changé quelque chose. Et c'est quand je suis remontée sur la balance après, enfin quelques semaines après, j'ai ah oui, quand même, ok. Ils sont passés où? Parce que je me suis pas vue les perdre. Est-ce que ce constat, du coup, que tu as fait, ton entourage l'a vu aussi? Là, oui, j'ai commencé à avoir des. Bah, déjà à 58, j'ai commencé à avoir des réflexions dans tous les sens. Hein. T'as beaucoup maigri. Comment t'as fait? C'est quoi ta recette? Comment t'as fait? Parce que moi aussi j'ai du poids à perdre, etc. De tout. Et en fait, là où je vais mal prendre les choses, c'est notamment au boulot. Pas mal de collègues qui m'ont fait des réflexions que j'avais perdu pas mal de poids. Et ce que je prends mal, c'est que j'ai d'autres collègues qui sont fines, mais enfin, de leur morphologie. Enfin, voilà, et elles, on leur fait pas de réflexion. C'est parce qu'il y a eu une évolution que, du coup, tu penses que tu as eu des réflexions? Ouais. Donc, j'ai rembarre un peu. Mais on se dit, bah si, regardez, j'ai encore mon flambi, j'ai encore mon gros bedon. Donc là, elles sont toutes en train de mouler leur bedaine dans la tenue. On n'a pas fait un concours encore, mais en disant non, non, bah, attends, arrête tes conneries, etc. Non, mais c'est le genre de discours qu'on ne peut pas entendre, c'est ce que tu disais, même ce qu'on disait au tout départ, c'est que même si on te prouve par A plus B, que ce soit par les chiffres, par la morphologie, par... Oui. Ce discours, il n'est pas entendable parce que toi, tu as ta propre image et tu la tiens finalement. Tu t'accroches à cette vision-là que tu as de toi. Elle est connue. Oui. Voilà, mais après, ça me touche beaucoup moins que... Voilà, je les charrie 2 minutes et puis on passe à autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de faire évoluer du coup? On a parlé du constat que tu étais un peu à la limite là. Est-ce que tu as envie de te maintenir dans cet état-là de ligne rouge que tu t'es auto-attribué, si je puis dire? Est-ce que tu aurais envie de faire évoluer ça pour repasser sur quelque chose qui soit plus adapté ou dans ce que tu as dit, hein, toi qui t'étais mis cette ligne, ce chiffre, ouais, est-ce que
Pour l'instant, ça te convient? Pour l'instant, ça me convient. Par exemple, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'arrête de fumer. Ok. Parce que pour tout un tas de bonnes raisons de pourquoi on a envie d'arrêter de fumer. Et ce qui me retient, c'est que j'ai très très peur de reprendre du poids. Il y a quelque chose d'intéressant avec la cigarette. On dit que c'est une façon de mettre un écran de fumée. Complètement. Et du coup, quelle incidence ça pourrait avoir au-delà de l'effet mécanique qu'on peut connaître de j'arrête de fumer, du coup je compense autrement. Parce qu'en général, la prise de poids, c'est ça. Ça se compense autrement, Oui. le manque. L'écran de fumée, il cache quoi pour toi? Et qu'est-ce que je cache avec la cigarette ? Le stress est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Quelque chose dont je ne veux pas. Et ça va avec le fait de beaucoup moins manger, parce que ça, je peux le contrôler. Donc, c'est de quelque chose pour une autre personne, en fait, pour un de mes enfants, que je ne peux pas contrôler. Je pense que le fait de moi contrôler mon alimentation, ou mon manque d'alimentation, ça va rien changer pour lui, mais pour moi, c'est que j'ai la sensation de contrôler les choses. Autre chose. Je déplace. C'est la fameuse zone d'action où du coup là ça concerne quelqu'un d'autre et donc tu as conscience que t'es pas en mesure de prendre en main ça parce que ça lui appartient, parce que c'est peut-être en dehors de son propre contrôle. Ah, totalement. Et du coup c'est ta manière de gérer cette situation et ce qui a un impact. Oui. Okay. C'est intéressant d'avoir conscience de ça. C'est quelque chose qui ne peut absolument, dans le médical, donc qui ne peut absolument pas le contrôler. Et personne ne le peut. Est-ce que tu réalises que du coup tu as suffisamment de conscience pour voir, ok, je sais que ça cache quelque chose, je sais ce qu'il y a derrière. Ça, je trouve ça déjà, c'est mon regard dessus, mais d'être déjà, waouh, c'est déjà énorme d'avoir cette conscience-là de ce que ça implique. Et pour moi, c'est aussi un point de départ pour pouvoir potentiellement, je dis, le point de départ, c'était, je sais que j'aurais envie d'arrêter de fumer. Il faudrait, en tout cas. On n'était pas sur l'envie, effectivement. Mais il faudrait, et donc prendre conscience de l'état de fait et de ce que tu caches derrière, c'est déjà énorme pour pouvoir potentiellement aller sur des choses qui soient plus saines et les faire d'une manière qui soit à ton rythme, avec ton fonctionnement et qui soit plus adaptée, en fait. Ah, mais après, c'est entre la compréhension des choses théoriques et la mise en pratique. Est-ce que tu t'es déjà fait accompagner sur des choses, que ce soit vis-à-vis de ce que traverse l'autre personne ou toi de ce que ça implique pour toi? Non. Est-ce que c'est parce que tu veux pas, parce que c'est pas une solution en soi pour toi? Comment... Parce que j'ai fait ma maman de base, on va dire, et que je laisse sur ce coup-là, je me suis fait passer après. Je me fais passer après. Comment tu te sens à ce constat-là? Je me fais passer après. Je sais qu'il faudrait pas. Parce que, voilà, on va dire que on peut pas mener la barque si le capitaine de la barque est malade. Hein. Je sais pas si j'ai pas l'énergie ou que j'ai pas envie, parce que ça veut dire qu'il va falloir ouvrir les yeux, compter que finalement mes yeux sont pas si fermés que ça sur la situation, mais et puis peut-être de l'entendre de la part d'un professionnel de santé, et ça je suis pas sûre d'être prête.
Il n'y a pas besoin de juger là où tu en es. Là, dans l'échange, c'est vraiment d'être dans une observation. Il n'y a pas de... On est là où on en est. Mais Tu connais les ressources qui pourraient oui. t'aider. Okay. Des fois, ça Oui, peut être ça qui bloque. C'est de prendre le téléphone et de prendre rendez-vous. C'est juste ça qui... le petit déclic. Transformer le « il faut » en « j'ai envie de ». C'est ça, et je le fais. Ouais. Ouais, ça a été, je crois que ça a été ma façon à moi de gérer la situation. Ça fait 1 an, donc il va être temps de la gérer autrement. Ah, 1 an, tout à l'heure, tu as parlé de ta perte de poids. Tu as dit ça fait 1 an. Oui, bah ma perte de poids, ça a commencé il y a 1 an à peu près. Ouais, les dates coïncident. Et voilà. Non, mais c'est pour ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour trouver les choses qui sont liées. Et c'est là, par contre, où ça me fait peur, c'est effectivement ce côté d'être fière de moi et d'avoir réussi à perdre autant, même si c'est trop. Parce que moi, je suis quelqu'un où, on va dire, après les fêtes, il y a 2 kilos à perdre. Allez, on dit lundi, régime. Alors, le petit-déj, il va être très correct, le midi, ça va être très correct, et le 4 heures, je vais faire un détour par la boulangerie pour m'acheter 3 viennoiseries. Parce que je vais me sentir frustrée, alors que je vais manger correctement et à ma faim. Enfin, avec le mot régime, on me dit ce mot-là, j'en suis incapable. C'est direct, je vais être complètement obsédée par la bouffe. Et là, d'avoir réussi à tenir aussi longtemps, mais en fait, j'ai pas eu l'impression de me priver non plus. C'est que j'avais pas faim et que ça passait pas. Est-ce que tu le vis comme une forme de succès ? Oui, mais je crois qu'on... J'ai envie de dire malheureusement oui. On n'a pas le droit de voir ça comme un succès. Parce que 18 kilos en 1 an, je suis pas sûre que ce soit un succès en fait. C'est ça. À ton avis, est-ce qu'on peut être fier d'avoir perdu du poids et d'avoir eu cette forme de contrôle ? Parce que c'est pas tant le combien, c'est j'ai réussi à garder le contrôle sur tout ce que... C'est ça ? Est-ce qu'on peut quand même être fier sans pour autant avoir envie d'y rester ? Je sais pas, et peut-être que ça rejoint peut-être la prétention en fait, que je disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai le droit d'être fière effectivement de ce contrôle que j'ai eu, que j'ai toujours mais la première question, c'est est-ce que moi j'ai le droit d'être fière ? Il faut dire aussi que la perte de poids, elle est... et même par extension le contrôle, c'est quand même 2 choses qui sont assez valorisées dans la société aujourd'hui. Oui, et pour autant, qu'est-ce que ça m'agace que ce soit valorisé ? Il n'y a rien de glorieux dans ce que tu... Voilà. Moi, je mets ras-le-bol de voir des pubs pour... alors, c'est le pantalon qui fait perdre des kilos, je sais pas quel sport qui vont donner des fesses rebondies, etc. Le dernier truc que j'ai vu, c'était des boucles d'oreilles qui font regonfler les seins. Quoi ? Mais c'est beau ça. Ah, on n'arrête pas le progrès. Non, mais c'est ça. Mais où qu'on aille, que ce soit les réseaux sociaux ou les pubs, enfin tout ce qu'on veut, c'est toujours cette image de la femme grande, mince, musclée, etc. Et en fait, moi ce message-là, j'ai juste envie de lui dire merde, en fait, c'est pas une question de morphologie, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de taille. Enfin, on est tous beaux à notre façon, et heureusement qu'on n'est pas tous fait pareil. Tous, du coup, ça t'inclut ? Bah oui. Ah, j'avais pas vu celle-là. Bah oui, et ouais. J'ai pas envie d'être dans le côté, justement, de vouloir ressembler Tu te cherches à ces...
ces gravures de mode. Bon, j'en suis. Mais... Il y a une forme de comparaison, mais t'as bien conscience que c'est toi que tu cherches, c'est comment toi tu es, et comment t'as envie de se sentir, etc. Oui. C'est pas... C'est déjà pas mal. J'ai pas la photo de je ne sais quel top modèle dans la salle de bain à comparer tous les la matins. torture, quelle horreur. Non. C'est peut-être toi avec toi. Il y a une comparaison par rapport à une ancienne version de toi. Oui, c'est vraiment moi avec moi. Ouais. C'est un bon point. Enfin, de mon point de vue, c'est un bon point. Disons que le gap est souvent un peu moins grand. Mais du coup, c'est sûr que je déteste moins ce que je vois dans la glace avec ces kilos. Est-ce que tu penses que si tu allais vers le encore moins, ça accentuerait le fait de moins détester? Oui, et ça me fait peur. Ok. C'est pour ça que tu t'es mis cette ligne? Ouais. Okay. Parce que clairement, je fais une fixette sur mon ventre. Mais le problème, c'est qu'il faudrait surtout que je me remuscle, pas que je perde encore plus. J'ai l'impression d'avoir un vide énorme. Je sais que c'est pas le cas, mais c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu penses que pour l'aimer, il faut forcément qu'il ait une forme différente qu'à l'heure actuelle? J'en suis là. Okay. Sur le principe, je suis pas d'accord avec ça, mais j'en suis là. Ouais. Il y a la théorie, il y a la conscience du message, etc. Parce que ça me fait penser, il y a quelque temps, j'ai vu une personne sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a perdu énormément de poids, mais c'était une américaine, donc on est quand même des... Elle a perdu genre 180 kilos, quelque chose comme ça, donc on est quand même sur une sacrée perte de poids. Beau lapsus. Elle faisait tout un cheminement, parce que quand on perd beaucoup de poids, en général, on a vraiment le fameux tablier, le ventre qui tombe littéralement, parce que c'est impossible qu'il s'adapte aussi vite, de manière aussi abondante. Le mot est pas exact. Et en fait, c'était impressionnant de la voir. Elle aimait danser. Et du coup, elle se mettait en maillot ou en tenue de sport peu couvrante. Et elle était vraiment dans le mouvement pur. Et c'est pas une image qu'on a l'habitude de voir de quelqu'un qui, pour le coup, a vraiment plusieurs tabliers qui se forment au niveau du ventre. Et de cet élan de vie, de cet élan de mouvement. Et je trouve que c'est nécessaire de voir ce genre de personnes, ce genre d'histoire. Après, je sais pas si, il me semble qu'elle s'est quand même fait opérer du ventre, parce que s'il y avait aussi des choses au niveau santé ça avait un impact, parce que ça fait du poids à des endroits qui devraient pas forcément. Malgré tout, on a chacun notre cheminement, donc il y a des gens qui vont avoir besoin de passer par une forme de changement. Pour autant, c'est pas forcément obligatoire. Et puis, on peut aussi apprendre à l'aimer sans forcément le garder, entre guillemets. Il y a plein de... C'est aussi pour ça que le podcast s'appelle Tout en nuances. C'est que pour moi, il y a plein de nuances sur le chemin. À chaque instant, il y a des nuances de je me sens bien à tel ou tel endroit dans mon corps, etc. Tu faisais le constat que ton ventre, il a besoin de changer. Comment tu te sens avec le fait que, en conscience, tu sais qu'il faudrait pas, par exemple, fumer, par exemple, être dans un contrôle de ton poids, de ton alimentation? Est-ce que tu parviens à réconcilier un peu ton attitude, ta stratégie, tes schémas d'action, et il faudrait... Je suis pas sûre d'y arriver. Parce que le mal-être, des fois, il peut venir de là, en fait, de cette différence entre ce qu'on pense qu'on devrait faire. C'est un peu la base de la culpabilité. Un peu le grand écart entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Je repousse au lendemain, peut-être. C'est ta stratégie du moment. Je vais arrêter de fumer demain. C'est pas très efficace, du coup. Est-ce que, comme la plupart des fumeurs, il y a eu des périodes où tu as arrêté? Alors, oui, parce qu'en fait, j'ai pas fumé beaucoup dans ma vie. J'ai dû fumer 2 ans avant d'avoir mon premier. Et j'ai arrêté quand j'ai su que j'étais enceinte. Et j'ai repris cette année au printemps, mai dernier. Donc, je suis pas non plus 18 ans de tabagisme derrière moi. Et c'est ce qui me fait dire aussi, quelque part, le déclic de dire non, mais là, ça fait même pas un an, ça va être facile d'arrêter.
pas une grosse fumeuse. Mm. Et donc, on le fait pas. Parce que aujourd'hui ou demain, ça va pas changer grand-chose. C'est pas... Ça a quel impact aujourd'hui quand tu fumes? Est-ce que ça a un impact sur ta santé, sur ta vie de famille? J'ai mon fils aîné qui râle. Il nous a mis un papier sur la porte avec interdiction de fumer, amende 3 euros. Ça coûte cher de fumer, Ouais, mais c'est pas ça que les coûte cher, paquets. Moi, j'ai jamais réglé l'amende. Ouais, et là aussi, alors après, c'est toujours pareil, motivation pour les autres, c'est toujours moins efficace que quand c'est pour soi. Mais oui, c'est aussi pour les enfants. J'ai pas envie de donner cet exemple-là, j'ai pas envie de. Voilà, les fringues qui sentent le tabac, c'est pas agréable. Hein. C'est pas... Tu penses que tu as plus de motivation à bouger pour toi-même que pour les autres? Je pense que c'est la meilleure motivation quand c'est pour soi-même. Est-ce qu'on est dans le côté théorique de il faudrait que ce soit dans ce sens-là en tant que maman, je devrais prendre soin de moi pour être opérationnelle, pour m'occuper de mes enfants et non pas me sacrifier. Je sais pas si c'est d'expérience que je dis ça, mais je pense que les meilleures motivations qu'on peut avoir pour un changement, c'est quand c'est pour soi. Pas pour quelqu'un d'autre, quand bien même quelqu'un d'autre est quelqu'un de très très proche, un conjoint ou des enfants, enfin voilà, mais parce que si c'est pour soi, ça veut dire que ça va aller pour des vraies motivations profondes. Oui. Que de le faire pour quelqu'un d'autre. C'est très beau de faire les choses pour les autres. Et voilà, c'est pas en train de dire qu'il faut absolument penser qu'à soi et jamais aux autres. Mais sur une décision qui peut être compliquée à prendre, pour moi, si c'est pour les autres, il y a des moments où se mentir, c'est peut-être beaucoup dire, mais je pense que ça va pas aller résonner là où il faut, vraiment pleinement, pour, je sais pas, enclencher le processus ou que ça tienne dans le temps. Qu'est-ce qui te manque pour le faire pour toi, du coup? On va tourner en rond. On va tourner en rond parce que la première chose qui m'est venue, c'est de dire mais est-ce que je mérite de prendre soin de moi? Oui, bah oui. Ouais. C'est aussi ça, quand je posais la question, je suis convaincue de la même manière que toi qu'il n'y a rien de mieux qu'une décision qui se prend pour soi-même et pas en fonction des autres parce que il y a trop de facteurs qui dépendent des autres et c'est aussi mettre une pression sur les autres que de bouger uniquement par leur intention ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, quand on pense qu'on ne mérite pas, le fait de passer par une motivation extérieure, parfois ça peut être un premier pas vers le fait de se mettre en mouvement et puis après on peut finir par le faire. C'est aussi pour ça que je tournais un peu autour, c'est effectivement quand on pense qu'on ne mérite pas, on ne le fait pas forcément pour soi. Ah, ça va être long s'il faut que j'arrive au stade où je suis persuadée de mériter pleinement pour enclencher. On n'est pas obligé de le faire consciemment. Hein. Ouais. Oui, parce que mériter, ça voudrait dire aussi potentiellement penser qu'on en fait un peu trop, qu'il y aurait une forme de fierté ou. Et voilà. Ouais, et on retombe là où on était tout à l'heure. Ouais. Hein. Ouais. Il y a encore du boulot. Hein. Bah, c'est ok. Tout le monde à différents niveaux. Enfin, je trouve que déjà, on se connaît un peu personnellement et ce que tu décris aujourd'hui, à l'époque où on s'est connus, c'était plutôt le discours je me déteste. Je trouve qu'il y a une évolution qui se fait et c'est aussi pour ça que j'avais très envie que tu me racontes ton histoire parce que je la trouve assez représentative du chemin qu'on peut faire vers soi. Et que là, les épisodes, ils reflètent un instant T, ils reflètent un regard qu'on peut poser sur notre histoire. Et ce sera peut-être pas le même la semaine d'après. Et l'important, c'est comment on le voit nous, comment ça résonne avec les autres peut-être. Il n'y a pas à regarder le voisin, il évolue plus vite que moi, c'est forcément sur d'autres niveaux, forcément sur d'autres aspects. Et je trouve ça courageux de venir raconter tout ça, de faire ce chemin vers toi aussi. Rien que le fait de dire en tout début, j'ai envie, il y avait un petit côté je me force, mais malgré tout dans ton discours, il y a ça de j'aspire à une évolution de ce côté-là, et c'était pas un discours que tu avais il y a quelque temps.
Non, après, le côté je me force, c'est un petit peu aussi se mettre un coup de pied aux fesses pour y aller. Provoquer le déclic. Voilà, et pas rester sur le bord là de dire ça fait très envie, et puis ouais, mais non. Du coup, cet exercice, quel regard tu poses dessus? Ça fait prendre conscience de certains mécanismes, en tout cas dans mon cas, de mettre des mots sur des fonctionnements ou les raisons de certains fonctionnements que je peux avoir. C'est assez utile en fait. Je vais le prendre comme un compliment. Ouais, pas que je m'attendais pas à ça parce que je me doutais que ça allait me faire cheminer. Je voulais éviter aussi de projeter des attentes ou quoi. Un petit peu, j'y vais et on verra. Riche, hein. Très riche. Chouette. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1 heure et demie? On peut en dire des choses. Ouais. Ça évolue vite des fois. Puis mettre à l'extérieur en parlant, je pense que ça révèle plus de choses. C'est un peu oui, comme se regarder dans un miroir, mais des fois c'est moins violent que d'en parler. Et mettre à l'extérieur, ça impacte toujours plus que le garder à l'intérieur, le faire, le ruminer entre guillemets. Bah, puis le côté moulinette dans la tête, enfin, moi, quand c'est un peu comme ça, c'est un automatisme. Enfin, il n'y a aucune réflexion en fait. C'est comme si les mots tournaient, mais Ça entretient les fameux schémas automatiques. c'est ça, mais j'ai l'impression que le côté automatique, je me rends même plus compte du sens des mots qui peuvent tourner. Ouais. Et pour autant, bah, y a certains mots qui font mal, donc on est en train de se les tourner dans la tête pour se faire du mal. Ça rassure, hein. Est-ce qu'il y a des mots que tu n'as plus envie de te dire? J'ai plus envie de me dire, si on reprend l'idée du miroir du début, en fait, j'ai plus envie de me dégoûter. J'ai plus envie de me trouver moche ou laide. Si déjà j'arrivais à me trouver juste normale, ce serait génial. Tu définis comment la normalité? Bah justement, on peut pas trop la définir, alors ça laisse un champ du possible. Est-ce que ta normalité, elle est... comment tu te sentais, par exemple, avant tes grossesses? Ça pourrait. Est-ce que tu penses qu'on peut revenir en arrière? Non, parce que de toute façon, mon corps ne sera jamais celui qu'il était d'avant mes grossesses. Il faudrait enlever les grossesses. Ils sont bien là. C'est vrai. En plus, c'était des temps où t'étais sympa avec toi, alors ce serait dommage de les enlever, doublement. Non, je ne fais pas un 4e pour me sentir bien de nouveau dans mon corps. Ça Ah, tu penses que c'est... il en manque une pour que ça bascule dans l'autre sens. Non. Ah non, faut que tu aies une nouvelle parenthèse où tu te sens bien. Non, justement, là, j'ai plus envie que ce soit une parenthèse et j'ai envie de me sentir bien avec moi-même. Tout le temps, peut-être pas, il y a des jours avec, des jours sans, mais de façon stable. Ok. Ce que tu as ressenti de manière imagée en ayant un locataire, est-ce que tu as ressenti pendant tes grossesses envers toi-même la bienveillance que tu avais envers toi-même et de l'amour? Tu as dit que tu te trouvais belle. Est-ce que ce serait pas ça qui serait recherché, mais tout le temps? Si. Et bah si. Je cherche. C'est déjà bien. Enfin, on dit souvent, surtout en coaching, qu'il faut visualiser l'objectif pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'est déjà pas mal si tu as déjà touché à cette sensation-là. Il y a juste un paramètre qui est pas très anodin, qui a besoin d'évoluer, mais dans ton corps, il a déjà eu cette sensation-là de se reconnaître dans le miroir et de se sentir bien. Oui, et puis de lâcher. Qu'est-ce que ça doit faire du bien de ne plus avoir honte de son corps, en fait. De réussir à me libérer de ça. Je projette peut-être, mais ça doit être juste génial. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Pour avoir eu... je reprends toujours cet exemple-là, mais
j'ai su que j'avais installé quelque chose de confiant et de solide à l'intérieur de moi le jour où j'avais passé 1 mois et demi malade, comme aujourd'hui, malade, couchée, le rhume, etc., en ayant pleuré toute la nuit parce que je m'étais disputée avec quelqu'un, en m'étant réveillée, en ayant les cheveux par-dessus la tête, et ils sont souvent à cet endroit-là, et de m'être vue dans le miroir et de m'être trouvée belle sans prétention, sans, tu vois, ce que tu disais qui sonnait pas juste, de me trouver belle et de m'aimer pleinement. Et ça veut pas dire être satisfait de ce qu'on voit, ça veut pas dire ne pas remarquer, faire un déni des poches sous les yeux, des cheveux emmêlés, des pellicules, que sais-je. Enfin, ça veut pas dire être dans le déni, ça veut juste dire que au-delà de ce qu'on y voit, on aime tout ça. Et c'est comme apprendre à visiter ses ombres, à visiter les parts de soi qu'on aime un peu moins, qui seraient cataloguées comme défauts, apprendre à les intégrer autant que les choses qu'on peut mettre en avant sur son CV ou sur nos relations sociales, etc. Aimer ces deux parts, ça offre une tranquillité qui est, à mon sens, inestimable. Et c'est aussi ça que j'ai envie de faire toucher aux gens dans les accompagnements que je peux proposer. C'est vraiment effectivement de dire ça doit être tellement bien de le ressentir, et oui. et n'importe qui, peu importe où on en est, peu importe ce qu'on porte, c'est de comprendre comment on fonctionne nous pour aller vers ça. Et il n'y a pas de recette miracle. La plupart des gens, ok, toi t'as touché à ça, mais du coup concrètement comment on fait? Et je pourrais pas dire. Ça se fait sur le long terme. Et puis c'est aussi intéressant d'explorer. C'est comme faire un voyage. Si on dit j'y suis allée, je suis repartie, c'était cool. Je sais pas si on en retiendrait grand chose. Oui, c'est aussi le voyage à faire pour arriver à là qui donne, je sais pas, la force ou la solidité. Oui. Chaque petite marche, tu vois, on parlait de l'impact que les mots des autres peuvent avoir sur comment on se sent. Je fais un pas, je m'apprête, je prends soin de moi, etc. Et puis l'impact des autres va me faire reculer. Et là, non, il y a toujours une marche de plus. Je pense qu'on n'a jamais fini, même quand on a touché. Enfin, moi, comment je me sens aujourd'hui, ça veut pas dire que j'ai pas des choses à faire évoluer, bien au contraire. Mais en même temps, je suis vachement curieuse d'aller voir les prochaines étapes. Oh, ça va être trop bien. Et j'ai hâte de voir aussi, toi, l'évolution que ça va faire. Ça bouge, je trouve. Non, tu le sens pas? Si. 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 Je le sens en ayant du mal à accepter aussi que ça bouge, de m'autoriser à bouger. Faut y aller à son rythme. Se défaire aussi de la place qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir, qu'on a pris aussi, et de s'autoriser à changer de place. Ou à se positionner autrement sur cette même place. Et si, je sens que ça avance. Merci beaucoup. Merci pour tes mots, merci pour ton partage. Si c'est ok pour toi, je propose de s'arrêter là. Avec plaisir. Merci. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je remercie chaleureusement mon invité pour ce bel échange et pour sa confiance. Et merci à vous pour votre écoute. Je remercie aussi infiniment Lionel Onteniente pour avoir créé tout spécialement la musique de ce podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me faire des retours en commentaire ou sur les réseaux que vous pouvez retrouver en description. Et si vous souhaitez que l'on chemine ensemble à travers le podcast ou à travers mes accompagnements, je vous invite à m'écrire par le canal qui vous sera le plus confortable dans les liens proposés en description. Je me ferai une joie de venir à votre rencontre. Le prochain épisode sera diffusé dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. À tout bientôt.